Imaginez ceci. Vous venez d'acheter votre maison de rêve, une vieille demeure victorienne grinçante dans une petite ville endormie de Pennsylvanie, et cela pour une bouchée de pain. Vous et votre conjoint êtes prêts pour un nouveau départ, mais la première nuit, vous entendez des murmures, des voix étranges et effrayantes qui appellent votre nom depuis les profondeurs de la maison. Vous pensez que ce n'est que le vent, jusqu'à ce que vous découvriez une porte de cave cachée derrière un faux mur, et que les murmures se transforment en cris. C'est ce qui est arrivé à Emily et Ryan Carter, un jeune couple marié qui croyait avoir trouvé son foyer idéal. Quelque chose les attendait dans cette cave, quelque chose qui voulait Emily. Voulez-vous savoir ce qu'elle a vu là-dedans à 3 heures du matin? Plongeons Y. C'était une soirée fraîche d'octobre 2024 quand Emily et Ryan Carter arrivèrent devant leur nouvelle maison à Ashwood, en Pennsylvanie, un petit village niché dans les collines ondulantes, bordé d'érables et de vieux lampadaires. La maison était une beauté victorienne des années 1800, avec ses pignons élevés, ses vitraux et une véranda enveloppante qui grinçait sous le vent. Elle était sur le marché depuis des années, son prix baissant jusqu'à ce que les Carter la saisissent pour une fraction de sa valeur. Emily, 26 ans, avec ses boucles rousses et ses yeux verts brillants, ne pouvait s'empêcher de sourire en portant une boîte de vaisselle à l'intérieur. Ryan, 27 ans, avec ses cheveux blonds sableux et son sourire facile, la suivait avec une lampe et un sac d'outils. « Tu crois qu'on a eu ça pour si peu ?» dit Emily en posant la boîte sur le plancher en bois dur, qui gémit sous son poids. « C'est comme un conte de fées. » Ryan rit, essuyant la sueur de son front. « Ouais, un conte de fées avec pas mal de travaux à faire. Cette maison n'a pas été touchée depuis des décennies. Mais elle est à nous, et M. On va la rendre parfaite. » La maison était dans un état lamentable, papier peint qui se décollait, plâtre fissuré, et une odeur de moisi qui s'accrochait à tout. Mais les Carter s'aimaient, mariés depuis seulement 3 mois, et ils voyaient cette maison comme un projet, une façon de construire leur avenir ensemble. Ils passèrent la première journée à déballer, riant en trébuchant sur les cartons, l'air d'octobre s'infiltrant par les fenêtres mal isolées. Cette nuit-là, ils s'effondrèrent dans le lit de la chambre principale, le matelas craquant sous eux, la maison se stabilisant avec des craquements et des gémissements qui firent glousser Emily nerveusement. « C'est juste une vieille maison, » dit Ryan en la serrant contre lui, sa voix chaude dans l'obscurité. « Elle a du caractère. » Mais Emily ne pouvait pas dormir. La maison semblait lourde, comme si elle les observait. Vers 2 heures du matin, elle se redressa, le cœur battant, le silence trop oppressant. C'est alors qu'elle entendit des murmures, faibles et superposés, comme une foule de voix parlant juste hors de portée. Ils venaient d'en bas, doux et insistants, appelant son nom, E-M-I-Y. Elle se figea, son souffle court, ses yeux scrutant l'obscurité. Ryan ronflait à côté d'elle, inconscient, la lumière de la lune projetant des ombres sur les murs. « Ryan, » murmura-t-elle en secouant son épaule. « Tu entends ça ?» Il grogna, se tournant. « Entendre quoi, chérie ? C'est juste le vent. Rendors-toi. » Mais ce n'était pas le vent. Les murmures devinrent plus forts, plus pressants, un chœur de voix semblant s'infiltrer à travers les planches. Emily sortit du lit, ses pieds nus froids sur le bois, sa chemise de nuit effleurant ses genoux. Elle descendit à pas de loup, suivant le son, le cœur battant alors que les murmures la guidaient vers la cuisine. Il venait de derrière le garde-manger, un espace étroit avec des étagères de bocaux poussiéreux laissés par les anciens propriétaires. Elle colla son oreille au mur, les voix devenant plus claires, parlant une langue qu'elle ne comprenait pas, les mots tranchants et suppliants, comme une prière. « Ryan » appela-t-elle, la voix tremblante, mais il ne répondit pas. Les murmures s'arrêtèrent dès qu'elle s'écarta, le silence plus lourd qu'avant. Elle resta là, les mains tremblantes, se disant que c'était son imagination, le stress du déménagement, la vieille maison jouant des tours. Mais au fond, elle savait que ce n'était pas le cas. Le lendemain matin, Emily raconta les murmures à Ryan pendant le petit déjeuner, les mains autour d'une tasse de café, la vapeur montant dans la cuisine froide. « C'était tellement réel, Ryan, » dit-elle, la voix petite. « Ils appelaient mon nom. » Ryan fronça les sourcils, posant son toast. « Tu es sûr que tu n'as pas rêvé ? Les vieilles maisons font des bruits bizarres, et aiment. Des tuyaux, le vent, ce genre de choses. Je n'ai rien entendu. » Elle secoua la tête, ses boucles rousses rebondissant. « Ce n'étaient pas des tuyaux. C'étaient des voix. Je te le jure. » Il tendit la main par-dessus la table, serrant la sienne. « D'accord, vérifions. On rénove de toute façon, non ? S'il y a quelque chose de bizarre dans les murs, on le trouvera. »
Ils commencèrent dans la cuisine, démontant les vieilles étagères du garde-manger, le bois se brisant alors que Ryan le dégageait avec un pied de biche. Derrière les étagères se trouvait un faux mur du plâtre peint pour ressembler au reste de la pièce, mais creux quand ils le tapèrent. Les yeux de Ryan s'illuminèrent, son sourire large. « Eh bien, c'est intéressant, dit-il en prenant un marteau. Voyons ce qu'il y a derrière. » L'estomac d'Émilie se noua, le souvenir des murmures faisant frissonner sa peau. « Fais attention, dit-elle, reculant alors que Ryan abattait le marteau. Le plâtre se fissura, des morceaux tombant au sol, révélant une porte en bois, sa peinture écaillée, un cadenas rouillé pendant à la gâche. L'air qui s'échappait par les fissures était froid, portant une faible odeur de terre humide et quelque chose d'aigre, comme de la pourriture point. « Une cave !» dit Ryan, sa voix mêlant excitation et confusion. L'agent immobilier n'a pas mentionné de cave. Pourquoi l'ont-ils scellé comme ça? Émilie ne répondit pas, ses yeux fixés sur la porte, un frisson descendant le long de sa colonne vertébrale. Les murmures reprirent, faibles d'abord, puis plus forts, venant de derrière la porte, appelant son nom, et Y, viens, viens. Elle halta, trébuchant en arrière, les mains sur les oreilles, mais Ryan ne semblait pas les entendre, concentré sur le cadenas alors qu'il saisissait une paire de coupe-boulons. « Ryan, ne fais pas ça !» cria-t-elle, la voix tremblante. « Il y a quelque chose qui cloche avec cette porte. Je les entends encore, les voix. » Il se tourna vers elle, les sourcils froncés. « Je n'entends rien, et M. Regarde, c'est probablement juste une vieille cave flippante. On va vérifier, s'assurer que c'est sûr, et ensuite on décidera quoi faire. D'accord ?» Elle hocha la tête, mais son cœur battait la chamade, ses mains tremblantes alors que Ryan brisait le cadenas et ouvrait la porte. Une rafale d'air froid s'engouffra, l'odeur de pourriture plus forte maintenant, l'obscurité au-delà de la porte totale. Ryan prit une lampe de poche, le faisceau coupant les ombres, révélant un escalier étroit descendant, le bois pourri craquant sous son poids lorsqu'il fit un pas. « Viens, dit-il, jetant un coup d'œil en arrière. Allons voir ce qu'il y a en bas. » Émilie le suivit, les jambes vacillantes, les murmures plus forts maintenant, un chœur de voix résonnant dans l'obscurité. La cave était petite, les murs en pierre brute, le sol en terre battue froid sous ses baskets. L'air était épais, l'odeur de pourriture accablante, et alors que Ryan balayait la lampe autour, ils les virent des dizaines de vieilles photographies clouées au mur, les bords recroquevillés, les visages d'enfants les fixant. Mais chaque bouche était rayée, les marques profondes et irrégulières, comme si quelqu'un avait pris un couteau pour les lacérer frénétiquement. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» marmonna Ryan, s'approchant, la lampe tremblant dans sa main. « Qui aurait fait ça ?» Le souffle d'Émilie se coupa, les murmures devenant plus forts, les voix en colère maintenant, parlant cette étrange langue, les mots lourds de douleur. Elle tendit la main vers une des photographies, les doigts tremblants, mais dès qu'elle la toucha, les voix hurlèrent, un son perçant qui la fit lâcher la photo et se couvrir les oreilles. « Ryan, il faut sortir d'ici !» cria-t-elle, la voix brisée. « Cet endroit n'est pas normal. » Il hocha la tête, le visage pâle, et ils grimpèrent les escaliers en hâte, claquant la porte derrière eux. Mais les murmures ne s'arrêtèrent pas, ils suivirent Émilie cette nuit-là, plus fort que jamais, appelant son nom alors qu'elle était allongée dans le lit, les yeux grands ouverts, le corps tremblant. Ryan dormait à côté d'elle, inconscient, mais Émilie ne pouvait fermer les yeux, les voix un bourdonnement constant dans ses oreilles, l'attirant vers la cave. Les nuits suivantes furent pires. Émilie commença à faire du somnambulisme, ses pieds nus laissant des empreintes boueuses sur le bois dur alors qu'elle errait vers la porte de la cave, les mains tâtonnant la poignée. Ryan la trouvait là, les yeux vitreux, les lèvres bougeant alors qu'elle murmurait dans une langue qu'il ne comprenait pas, un vieux dialecte, les mots gutturaux et tranchants, comme venant d'une autre époque. Il la réveillait en la secouant, ses cris résonnant dans la maison alors qu'elle reprenait conscience, le corps secoué, les ongles s'enfonçant dans ses bras. « Je ne sais pas ce qui m'arrive, » sanglota-t-elle un matin, le visage pâle, des cernes sombres sous les yeux. « C'est comme si la maison était dans ma tête, Ryan. Elle veut que j'aille là-dedans. Je ne peux pas l'arrêter. » La mâchoire de Ryan se crispa, les poings serrés. « Il faut comprendre ce qui se passe dans cette maison, » dit-il, la voix ferme. « Je ne laisserai pas cette maison t'emporter, et M. » Il passa la journée à enquêter, fouillant d'anciens registres à la bibliothèque d'Ashwood. La bibliothécaire, une femme aux cheveux gris et aux yeux perçants, l'observant de près tandis qu'il feuilletait des dossiers poussiéreux. « Cette maison sur Maple Street, » dit-elle, la voix basse. Elle appartenait à un prédicateur dans les années 1850, le révérend Amos Black. On disait qu'il était fou,
prétendant pouvoir exorciser les démons des enfants. Il les enfermait dans la cave, les affamait, les battait, disant que cela chasserait le mal. Des dizaines d'enfants sont morts là-dedans. La ville l'a pendu quand ils l'ont découvert, mais on dit que son esprit n'est jamais parti. Cette maison, elle est maudite, jeune homme. Le sang de Ryan se glaça, les mots de la bibliothécaire résonnant dans son esprit alors qu'il rentrait chez lui, le ciel s'assombrissant sous des nuages d'orage. Il raconta tout à Émilie, son visage pâlissant à mesure qu'elle écoutait, les mains tremblantes sur ses genoux. « Il faut partir, murmura-t-elle, la voix brisée. On ne peut pas rester ici, Ryan. Elle va nous tuer. » Mais la maison avait d'autres projets. Cette nuit-là, les murmures se transformèrent en cris, les voix un rugissement assourdissant qui secoua les murs, l'air dans la maison tombant à une température glaciale, leur souffle formant de la buée dans l'obscurité. Émilie fit du somnambulisme à nouveau, ses mouvements saccadés, comme une marionnette, les lèvres bougeant alors qu'elle parlait dans ce vieux dialecte, sa voix profonde et anormale. Les enfants doivent être purifiés, le mal doit être chassé. Ryan se réveilla pour la trouver partie, le lit vide, les draps froids. Il courut en bas, le cœur battant, la porte de la cave grande ouverte, l'obscurité en dessous comme une bouche béante. « Émilie !» cria-t-il, saisissant la lampe de poche, ses bottes martelant les marches alors qu'il descendait dans la cave. L'air était plus froid que jamais, l'odeur de pourriture l'étouffant, les photographies sur les murs brillant faiblement dans le noir, les bouches rayées semblant bouger, hurler. Il la trouva au centre de la pièce, agenouillée sur le sol de terre, sa chemise de nuit tachée de boue, les mains creusant la terre, les lèvres bougeant alors qu'elle chantait dans ce dialecte ancien, sa voix n'étant plus la sienne. « Émilie, arrête !» cria Ryan, saisissant ses épaules. Mais ses yeux étaient vides, son corps rigide, ses mains griffant la terre comme possédées. Le sol sous eux trembla, la terre se déplaçant, révélant des os petits, fragiles, les restes des enfants que le prédicateur avait tués, leurs crânes fixant Ryan, leurs orbites vides brillant d'une lumière malsaine. Les voix hurlèrent plus fort, l'air crépitant d'énergie, les photographies sur les murs tremblants, les bouches rayées s'ouvrant grand, un chœur de lamentation emplissant la cave. « Laissez-la !» cria Ryan, la voix rauque, la tirant sur ses pieds. Mais la maison riposta, la terre se levant comme une vague, s'enroulant autour de ses jambes, la tirant vers le bas. Elle cria, sa voix redevenant la sienne, les mains tendues vers lui. « Ryan, aide-moi !» pleura-t-elle, les ongles s'enfonçant dans ses bras, son corps s'enfonçant dans la terre. Il tira de toutes ses forces, la terre le griffant, les voix un rugissement assourdissant, les os au sol brillant plus fort, l'air si froid que ses doigts s'engourdirent. D'un dernier effort, il la libéra, la terre s'effondrant, les voix s'estompant en murmures alors qu'ils trébuchaient dans les escaliers, claquant la porte derrière eux. Ils coururent dehors, l'air nocturne un choc après la cave glaciale, la maison se dressant derrière eux, ses fenêtres sombres, sa présence un poids sur leurs épaules. Ils conduisirent jusqu'à un motel dans la ville voisine, le corps tremblant, les vêtements tachés de boue, les murmures faibles mais toujours là. Suivant Émilie même alors qu'elle se blottissait dans les bras de Ryan, ses sanglots résonnant dans la petite chambre. Il pensait avoir échappé, avoir laissé la maison derrière. Mais la maison n'en avait pas fini avec eux. Une semaine plus tard, ils retournèrent à Ashwood, engageant une équipe pour démolir la maison, brûler les restes, saler la terre où elle se tenait. Mais alors que les bulldozers avançaient, Émilie se figea, les yeux grands ouverts, son souffle formant de la buée dans l'air d'automne malgré la journée chaude. Story Number 2 : Les lumières qui ne s'éteignent jamais. Imaginez ceci. Vous venez d'emménager dans une maison intelligente flambant neuve dans une banlieue calme de l'Arizona, pensant avoir le setup parfait avec des lumières et des gadgets contrôlés par un système sophistiqué. Mais à minuit, les lumières commencent à s'allumer toutes seules, surtout dans la chambre de votre bébé, projetant d'étranges ombres sur les murs. Vous vérifiez les caméras, et une silhouette vacillante se tient au-dessus du berceau, observant votre enfant. C'est ce qui est arrivé à la famille Parker, qui croyait sa maison de rêve sûre jusqu'à ce qu'il réalise qu'un élément du passé était piégé à l'intérieur. Voulez-vous savoir quel message les lumières ont formé à 3 heures du matin? Plongeons Y. C'était un après-midi ensoleillé de mai 2025 quand la famille Parker arriva dans leur nouveau quartier à Mesa, en Arizona, une banlieue toute neuve avec des rangées de maisons modernes, construites quelques mois plus tôt. L'air était chaud, le désert s'étendant autour d'eux, parsemé de cactus et d'un palmier occasionnel. Lisa Parker, 32 ans, avec ses cheveux noirs attachés et ses yeux fatigués après un long trajet, portait son fils Noah, 6 mois, dans ses bras. Mark Parker, 34 ans, avec ses cheveux bruns courts et une boîte à outils à la main, souriait en descendant du camion de déménagement.
Leur fille de 8 ans, Sophie, bondit derrière lui, ses couettes balançant, excitée d'explorer leur nouvelle maison. « Regarde cet endroit !» dit Marc en déverrouillant la porte d'entrée, la clé glissant dans une serrure intelligente qui bipa joyeusement. Tout neuf, toute la technologie intelligente, lumière, thermostat, même le frigo. On vit dans le futur, les gars. La maison était une merveille, espace ouvert, grande fenêtre, et un système appelé Home 5 qui contrôlait tout avec des commandes vocales ou une application. L'agent immobilier en avait vanté les mérites. Capteur de mouvement, caméra de sécurité, lumière qui s'allumait et s'éteignait sur ordre. Lisa sourit, ajustant Noah dans ses bras alors que les lumières s'allumaient automatiquement, les accueillant à l'intérieur. Sophie courut dans sa chambre, riant en testant les commandes vocales. Home 5, allume les lumières violettes. La pièce devint violette, et elle applaudit. Cette première nuit, la famille s'installa, la maison ronronnant d'une efficacité silencieuse. Noah dormait dans son berceau dans la nurserie, le babyphone brillant doucement sur la table de nuit de Lisa. Marc et Lisa se couchèrent, les stores intelligents se fermant dans un murmure, la pièce s'assombrissant. Mais à 1 heure du matin, Lisa se réveilla en sursaut, le cœur battant. La lumière de la nurserie était allumée, une lueur douce s'échappant sous la porte, projetant de longues ombres dans le couloir. Elle fronça les sourcils, sortant du lit, ses pieds nus froids sur le carrelage. « Home 5, éteins la lumière de la nurserie », murmura-t-elle. Mais la lumière resta allumée, bourdonnant faiblement. Elle vérifia l'application sur son téléphone, rien n'indiquait une commande envoyée. « Marc, réveille-toi », dit-elle en le secouant. La lumière est allumée dans la chambre de Noah, et le système ne répond pas. Marc frotta ses yeux, se levant avec difficulté. Probablement un bug, marmonna-t-il, la suivant jusqu'à la nurserie. La lumière était vive, la pièce vide sauf pour Noah, qui dormait paisiblement, sa petite poitrine montant et descendant. Marc tapa sur l'application, puis sur l'interrupteur mural rien. Bizarre, dit-il, débranchant la lumière. L'ampoule vacilla, puis s'éteignit, mais la pièce ne semblait pas normale, l'air lourd, comme si quelqu'un les observait. La nuit suivante, cela recommença. À 2 heures du matin, la lumière de la nurserie s'alluma, plus forte cette fois, les ombres dansant sur les murs. Lisa vérifia la vidéo de la caméra sur son téléphone, le système de sécurité enregistrant tout. Son souffle se coupa à une silhouette, grande et mince, vacillante comme un mauvais signal, se tenait au-dessus du berceau de Noah. Sa forme était floue, sa tête penchée comme si elle fixait le bébé. « Marc !» hurla-t-elle, la voix tremblante, réveillant lui et Sophie. Marc attrapa le téléphone, son visage pâlissant. « Quoi ? Ce n'est pas possible. Le système est verrouillé. Il n'y a personne là-dedans. » Ils coururent à la nurserie, la lumière toujours allumée, mais la silhouette avait disparu, la pièce silencieuse sauf pour la respiration douce de Noah. Marc vérifia les journaux de la caméra à rien. La vidéo était vide, comme si la silhouette n'avait jamais été là. « C'est un bug, dit-il, la voix tendue. Je réinitialiserai le système demain. » Mais les réinitialisations n'aidèrent pas. La nuit suivante, les lumières devinrent folles, clignotant dans toute la maison, la cuisine, le salon, toujours les plus brillantes dans la nurserie. Lisa changea les mots de passe, redémarra le serveur, mais l'application ne montrait aucune commande, le système niant tout problème. « Home 5, éteins toutes les lumières !» cria Marc, la voix brisée. Mais les lumières restèrent allumées, bourdonnant comme des abeilles en colère, la nurserie brillant comme un phare. Sophie s'accrocha à Lisa, les yeux grands ouverts. « Maman, pourquoi elle s'arrête pas? Ça me fait peur. »« Je ne sais pas, ma chérie, » dit Lisa, la voix tremblante, serrant Noah plus fort. « On va trouver une solution. » La famille dormit à peine, les lumières un rappel constant de la présence invisible. Une nuit, Marc en eut assez. Il descendit furieusement au sous-sol, où le serveur Home 5 bourdonnait dans un placard verrouillé, ses lumières vertes clignotant. « Si le système n'obéit pas, je vais l'éteindre moi-même, » grogna-t-il, débranchant le serveur, le bourdonnement s'éteignant dans un faible gémissement. Il remonta, s'attendant au silence, mais les lumières se rallumèrent, plus brillantes que jamais, la nurserie un éclat aveuglant. « Quoi encore ?» murmura Marc, les mains tremblantes. Il agita le bras dans le couloir, aucun capteur de mouvement déclenché. Pourtant les lumières suivirent son mouvement, clignotant comme si elles le traquaient. Lisa hurla depuis la nurserie, et il courut, la trouvant fixant la vidéo de la caméra, la silhouette était revenue. Plus nette maintenant, la tête penchée,
sa forme vacillante au-dessus du berceau de Noah comme un fantôme capturé sur film. « On s'en va d'ici, » dit Mark, la voix ferme, attrapant un sac. Mais la porte d'entrée ne s'ouvrit pas, la serrure intelligente bipa, refusant l'accès, l'application ne montrant aucune erreur. Les fenêtres ne bougèrent pas, les stores se verrouillant, la maison les emprisonnant à l'intérieur. Les lumières pulsèrent, l'air devenant froid, un crépitement statique emplissant les pièces, la famille se serrant les uns contre les autres alors que la silhouette apparaissait sur chaque caméra, observant, attendant. Désespéré, Mark rechercha l'histoire du terrain, appelant le promoteur tard cette nuit-là, la voix rauque. L'homme hésita, puis par là-bas. Ce terrain, c'était une vieille station de relais télégraphique dans les années 1880. La foudre l'a frappé pendant une tempête, tuant l'opérateur, un certain Elias Crane. On dit qu'il était obsédé par son travail, envoyant des messages même après la fermeture de la station. Le terrain est maudit depuis. On a construit dessus, pensant que c'était sûr. Les mains de Lisa tremblèrent, Noah pleurant dans ses bras. Un fantôme. Vous dites qu'un fantôme fait ça? Le promoteur soupira. Peut-être. Certains pensent que l'esprit de Crane est coincé, essayant de transmettre à travers tout ce qu'il peut, lumière, signaux, n'importe quoi. Je suis désolé. On ne savait pas. La famille tenta de partir à nouveau, mais la maison riposta. Les lumières clignotaient en motifs, rapides et rythmiques, comme du code morse, la nurserie un éclat aveuglant. Sophie gémit, elle parle, papa. Et Mark réalisa qu'elle avait raison, les clignotements n'étaient pas aléatoires. Il attrapa un carnet, notant le schéma, court, long, court, des points et des tirets. Ses mains tremblaient en le décodant, le message se formant lentement. Aidez-moi. Piégé. Elias Crane, murmura Mark, la voix brisée. Il essaie d'envoyer un message, mais il est coincé entre deux mondes. Les nuits devinrent pires. La silhouette apparut plus souvent, sa forme se solidifiant, la tête penchée alors qu'elle se tenait au-dessus de Noah, les lumières pulsant avec ses mouvements. Lisa cessa de dormir, les yeux rouges, les mains serrant Noah alors que les murmures commencèrent, de faibles crépitements statiques se transformant en une voix d'homme, profonde et désespérée, suppliant. « Laissez-moi sortir, laissez-moi sortir !» La famille l'enregistra, l'audio glitchant, les mots en boucle, l'air devenant plus froid, la maison vivante d'une énergie invisible. Une nuit, Mark tenta de raisonner avec elle. « Elias, si tu es là, on veut t'aider !» cria-t-il, les lumières s'intensifiant. La silhouette apparut sur la caméra de la nurserie, hochant la tête, les lumières pulsant plus vite. « Enterrez-moi !» Reposez. L'estomac de Mark se noua. L'opérateur voulait la paix, son corps probablement encore sous la maison, son esprit piégé par les signaux du système intelligent imitant son ancien télégraphe. Ils planifièrent de creuser, mais la maison ne les laissa pas. Les planchers craquaient, les lumières les aveuglaient, les verrous tenaient bon. Lisa pria, Sophie pleura, et Noah hurla, la silhouette devenant plus furieuse, sa forme vacillant de rage. Les murmures se transformèrent en cris, les lumières flashant dans une tempête de couleurs, l'air crépitant de statique, la famille acculée dans le salon alors que la maison pulsait autour d'eux. À 3 heures du matin, les lumières s'éteignirent, le silence assourdissant. Puis elles devinrent rouges toutes, une lueur sanglante inondant la maison. La famille se figea, leur souffle formant de la buée, les lumières rouges formant des motifs sur les murs, lents et délibérés. Mark les décoda, les mains tremblantes, le message clair en code morse. « Vous êtes à moi. Pour toujours. » La silhouette apparut dans la pièce, solide maintenant, son visage flou, ses yeux rouges brillants, tendant la main vers Noah alors que les lumières pulsaient avec son souffle. Lisa hurla, serrant Noah contre elle, Mark poussant Sophie derrière lui, l'air si froid que leurs dents claquaient. La main de la silhouette effleura le berceau, les lumières s'intensifiant, le message se répétant. « Vous êtes à moi. Pour toujours. » La famille courut, la maison tremblant, la lueur rouge les suivant, les portes se déverrouillant juste comme ils atteignaient l'entrée, trébuchant dans la nuit alors que les lumières derrière eux pulsaient comme un battement de cœur, la silhouette les observant depuis la fenêtre, son message une promesse qui les entrait éternellement. Story number 3, la chambre qui n'était pas sur le plan. Imaginez ceci. Vous venez d'acheter une vieille ferme délabrée au milieu de nulle part dans l'Illinois rural, prêt à la rénover pour profiter de votre retraite. Mais un jour, en démontant un mur du garde-manger, vous découvrez un escalier caché menant à une chambre d'enfant parfaitement propre, sans poussière, comme si elle attendait quelqu'un. Votre femme commence à parler à un enfant invisible là-dedans, et bientôt, vous entendez une voix d'enfant répondre. C'est ce qui est arrivé à Tom et Margaret,
Un couple retraité qui pensait avoir trouvé la paix jusqu'à ce qu'il découvre une pièce qui n'aurait pas dû exister. Voulez-vous savoir ce qui a murmuré depuis ce rocking chair à minuit? Plongeons Y. C'était une matinée fraîche de septembre 2024 quand Tom et Margaret arrivèrent devant leur nouvelle maison, une ferme-musée aux abords de Springfield, dans l'Illinois. Les champs s'étendaient autour d'eux, dorés par le maïs d'été tardif. La maison, une structure de 2 étages affaissée avec de la peinture qui s'écaillait et une véranda tordue. Tom, 65 ans, avec ses cheveux gris clairsemés et une boîte à outils à la main, sourit en descendant de leur vieux pick-up. Margaret, 63 ans, avec ses boucles argentées et ses yeux bruns chaleureux, portait un panier de fleurs, rêvant de transformer l'endroit en un havre douillet. Ils avaient pris leur retraite l'année précédente, vendant leur maison en ville pour une vie plus calme, attrapant cette maison à rénover à bas prix après qu'elle fût restée vide pendant des décennies. « Regarde ça, Maggie », dit Tom en déverrouillant la porte d'entrée, les charnières grinçant. « Un peu d'huile de coude, et ce sera notre maison de rêve. » Margaret sourit, entrant, les planchers en bois gémissant sous ses pieds. « Elle a du caractère, Tom. On va en faire la nôtre. » La maison était un désastre, murs fissurés, toit qui fuit, et une odeur de moisi qui s'accrochait à l'air. Mais les haies étaient enthousiastes, prêts à retrousser leurs manches. Ils passèrent la première semaine à déballer, le silence de la campagne un changement radical par rapport au bruit de la ville. Cette nuit-là, ils dormirent dans la chambre principale, le vieux cadre de lit craquant, le vent sifflant à travers les interstices des fenêtres. C'était paisible jusqu'à ce que Tom commence les réparations. Quelques jours plus tard, Tom s'attaqua au garde-manger de la cuisine, un espace exigu avec des étagères affaissées et des bocaux de conserve laissés par les anciens propriétaires. En dégageant une planche tordue, le mur céda, révélant un escalier caché étroit, raide et sombre, descendant dans le sol. Le bois était lisse, intact par la pourriture, l'air en dessous froid et immobile, portant une faible odeur de lavande et quelque chose d'aigre, comme de vieux bonbons. Tom se figea, le cœur battant, appelant « Maggie, viens ici !» Margaret accourut, les yeux écarquillés en regardant dans le trou. « Un escalier? Où mène-t-il » ? « Il n'y a qu'une façon de le savoir, » dit Tom, prenant une lampe de poche. Il descendit, les marches craquant sous son poids, Margaret le suivant de près. En bas, ils trouvèrent une pièce, une chambre d'enfant, parfaitement préservée. Les murs étaient peints en jaune pâle, ornés de décalcomanies florales fanées. Un petit lit avec une courte pointe patchwork se trouvait dans un coin, une chaise à bascule en bois dans un autre, et une malle à jouer débordait de poupées et de blocs. Pas une particule de poussière ne recouvrait quoi que ce soit, l'air propre, l'odeur de lavande plus forte, comme si la pièce avait attendu, figée dans le temps. « Ça n'a aucun sens, » marmonna Tom, balayant la lampe autour. « Personne n'a vécu ici depuis des années. Comment peut-elle être si propre ?» Margaret avança, sa main effleurant la courte pointe, la voix douce. « C'est comme une chambre de petite fille. C'est mignon. » Ses yeux s'attardèrent, un étrange sourire tirant ses lèvres. Le lendemain, Margaret ne put s'en éloigner. Elle apporta une lampe, un tapis et des fleurs fraîches, décorant la pièce avec soin. « Elle a besoin d'amour, Tom, » dit-elle en arrangeant une poupée sur le lit. « On dirait qu'elle appartient à quelqu'un. » Tom fronça les sourcils, mal à l'aise, mais la laissa faire, se concentrant sur la plomberie à l'étage. Cette nuit-là, il l'entendit parler des conversations douces et unilatérales montant du sous-sol. « Ne t'inquiète pas, ma chérie, » murmura-t-elle, « je vais prendre soin de toi. »« Maggie, à qui parles-tu » appela Tom, descendant les marches, le faisceau de sa lampe coupant l'obscurité. Elle se tourna, le visage calme, se balançant sur la chaise. « À la petite fille. Elle est là, Tom. Elle aime quand je lui parle. » L'estomac de Tom se noua. « Il n'y a pas de fille, Maggie. Cette pièce me fait froid dans le dos. On devrait la sceller. » Mais Margaret secoua la tête, la voix ferme. « Elle est seule. Je le sens. » Les voisins le confirmèrent une semaine plus tard. Le vieux monsieur Jenkins, un homme maigre au visage buriné, passa avec un gâteau, les yeux plissés en apercevant la porte du sous-sol. « Vous avez trouvé la pièce, hein » dit-il, la voix basse. Cette maison appartenait aux Crawford dans les années 40. Ils avaient une fille, Clara, environ 6 ans. Elle a disparu à l'intérieur, envolée sans laisser de traces. Les gens ont murmuré que la maison l'avait prise. On n'a jamais retrouvé de corps. Le sang de Tom se glaça, jetant un coup d'œil à Margaret, déjà en train de descendre avec un nouvel ours en peluche.
La prise? Que veux-tu dire? Jenkins haussa les épaules, le regard lointain. Certains disent qu'elle est maudite. Un culte vivait ici dans les années 30, faisait des rituels étranges. Après la disparition de Clara, les Crawford sont partis, et la maison est restée vide. Soyez prudent, Tom. Cette pièce, ce n'est pas naturel. Cette nuit-là, Tom installa une caméra de sécurité dans le sous-sol, la vidéo reliée à son téléphone. Il regarda Margaret se balancer sur la chaise, la voix douce, parlant à l'air. Puis, à 2 heures du matin, la caméra captura ça à une voix d'enfant, aiguë et claire, répondant « Merci, maman ». Le son était faible, déformé, comme passant par de la statique, mais il était là. Tom se réveilla en sursaut, le téléphone glissant de sa main, le cœur battant alors qu'il courait en bas. Margaret dormait sur la chaise, la tête penchée, un sourire sur le visage, la pièce silencieuse mais pesante, l'air épais d'une présence invisible. « Maggie, réveille-toi !» cria-t-il, la secouant. Elle cligna des yeux, confuse, la voix ensommeillée. « Qu'est-ce qui ne va pas, Tom ? » « Tu parlais à quelqu'un, une voix d'enfant t'a répondu, » dit-il, lui montrant la vidéo, l'horodatage brillant sur l'écran. Ses yeux s'écarquillèrent, puis s'adoucirent. « Elle est réelle, Tom. Clara est là. Elle a besoin de moi. » Tom ne dormit pas cette nuit-là, recherchant l'histoire de la maison. Il ne trouva aucune mention de la pièce dans les registres du comté ou les plans, les schémas montrant seulement le garde-manger où l'escalier était caché. C'était comme si la pièce n'existait pas, pourtant elle était là, parfaite et intacte. Il tenta de la détruire, saisissant un marteau-pilon, frappant les murs. Le plâtre se fissura, la peinture jaune s'écaillant, mais le lendemain matin, la pièce était intacte, mur reconstruit, décalcomanie fraîche, la courte pointe lissée comme si rien ne s'était passé. « Ça ne peut pas être réel, » marmonna Tom, les mains tremblantes, le marteau-pilon lourd dans sa prise. Il réessaya, démolissant les marches, mais au lever du jour, elles étaient revenues, la pièce attendant, Margaret déjà à l'intérieur, fredonnant une berceuse. La vérité vint d'un vieux journal trouvé dans le grenier, ses pages jaunies, écrites d'une main tremblante. Il appartenait à un membre d'un culte des années 1930, détaillant un rituel pour piéger un esprit, celui de Clara, dans une pièce cachée, construite avec du sang et des champs pour la garder éternellement. « L'âme de l'enfant nous servira, liée à la maison », disait l'entrée, les mots glaçant le sang de Tom. Le culte avait disparu, mais son œuvre restait, la pièce une prison, l'esprit de Clara piégé, affamé de compagnie. L'obsession de Margaret s'intensifia. Elle passa des heures dans la pièce, décorant, parlant, sa voix se mêlant aux réponses de l'enfant, la caméra capturant son balancement, les gloussements de Clara résonnant. Tom la supplia d'arrêter, mais elle souriait, les yeux distants. « C'est ma fille maintenant, » dit-elle, la voix plate. Une nuit, il la trouva endormie sur la chaise à nouveau, la voix de l'enfant murmurant « Reste avec moi, maman ». L'air devint froid, les lumières de la pièce clignotant, les ombres s'étirant comme des doigts sur les murs. Tom tenta de la condamner, la clouer, mais le bois tombait, la pièce ramenant Margaret. Il appela un prêtre, un homme bourru nommé Pereil, qui bénit la maison, ses prières fortes, l'air crépitant. La pièce résista, les murs tremblants, la voix de Clara hurlant « Non, à moi !» Margaret vacilla, les yeux révulsés, chantant dans une langue que Tom ne connaissait pas, son corps une marionnette de l'esprit. Le lendemain matin, Margaret avait disparu. Le sous-sol était vide, la chaise à bascule immobile, la courte pointe intacte. Tom vérifia la caméra, horodatage 3 heures du matin, montrant qu'elle dormait sur la chaise, puis s'effaçant, son corps se dissolvant dans les ombres, la voix de Clara riant doucement. Il arracha les murs, les marches, la maison tremblant. Mais la pièce resta, reconstruite chaque fois, l'air épais de son absence. Les jours passèrent, Tom seul, la maison silencieuse mais vivante. Puis, à minuit, il entendit la voix de Margaret, faible et creuse, venant de la pièce. « Tom, aide-moi » murmura-t-il, la chaise à bascule craquant bien qu'aucun ne s'y trouvât, les gloussements de l'enfant se mêlant aux siens, un duo dépiégé. Il courut, mais les marches le tirèrent en bas, la pièce brillant, les murs se refermant, sa voix appelant « Reste avec nous ». La maison l'avait prise, et maintenant elle le voulait, le rituel intact, la fin de l'esprit sans fin.